Allez donc, bonsoir à tout le monde. Nous débutons ce cours intitulé Technique avancée en obstétrique. C'est un nouveau cours que nous allons voir ensemble. Il est prévu pour durer environ 25 heures, mais tandis qu'il va en ligne, on va aller un peu plus vite pour le voir, compte tenu de la pression également liée à vos examens qui sont imminents. Donc, on va aller vraiment un peu au pas de course, mais il y aura toujours assez de temps pour répondre aux questions. Ce sera les mêmes stratégies qu'à chaque fois. C'est un cours qui est plutôt vaste, mais on va essayer de le prendre, comme je disais tantôt, rapidement. C'est un cours dont vous êtes la cible, vous êtes bien des sages-femmes de deuxième année. C'est un cours qui devrait durer, on l'a déjà dit, environ 25 heures. Je précise ici que c'est un cours qui est enregistré, donc vous pourrez, n'est-ce pas, le resuivre à la suite. Alors, l'objectif général de ce cours, c'est que vous devrez être capable, lorsqu'il sera fini, d'effectuer des techniques obstétricales avancées pour une prise en charge d'une grossesse pathologique ou compliquée. Jusqu'à présent, la plupart de vos cours portaient sur les grossesses normales. Donc, on a tout fait. On vous a parlé en première année, on vous a parlé de l'accouchement normal, on vous a parlé de la grossesse normale, on vous a expliqué comment ça se passe quand c'est normal. Maintenant, puisque vous grandissez, vous avez upgrade de classe, on va aborder aujourd'hui un autre aspect qui est l'aspect pathologique, l'aspect des grossesses pathologiques. On ne verra pas tous les aspects pathologiques, naturellement, mais on vous donnera quand même des idées pour aborder une grossesse sur le plan pathologique, une grossesse qui n'est pas forcément physiologique, ce qui va nous permettre d'aborder plusieurs aspects. Donc, de manière spécifique, vous devez effectuer des soins obstétricaux avancés chez la cliente selon les cas. Vous devez décrire les diverses techniques qu'on peut utiliser pour induire un travail d'accouchement. Vous devez être également en mesure de pratiquer les différentes sortes d'épisiotomie, de pratiquer un accouchement instrumental. Là, quand vous arriverez à l'hôpital, désormais, on parlera de ventouse, on parlera de forceps, que ce ne soit pas étrange pour vous ou étranger dans votre pratique. Vous serez habilité déjà à voir comment ça se passe. Vous devez être en mesure de pratiquer les différentes manœuvres obstétricales et même d'identifier les différentes indications de césarienne. Parce que ici, il est important de repréciser qu'en tant que sage-femme, vous êtes en premier chef au contact de la patiente. Et c'est à vous de dire que, bon, chez cette patiente, il y a des trucs qui ne marchent pas et de dire vraiment, docteur, on pense qu'il y a une dame qui va falloir opérer parce que ça ne se passe pas bien chez elle. Donc, c'est vous qui aurez les arguments pour le faire. Et c'est l'un des objectifs de ce cours. Devant quel cas est-ce que j'indique une césarienne chez une dame? Dans quel cas est-ce que je peux décider que ici je fais une ventouse ou est-ce que je laisse le travail se dérouler normalement? Est-ce que je fais l'épisiotomie là maintenant? Vous voyez, ce sont les différentes notions qu'on va aborder dans ce cours pour vous aider à atteindre ces objectifs. On va suivre un plan qui est classique. On verra d'abord une introduction. On reviendra un peu sur l'épreuve de travail qu'on appelle encore épreuve de bassin. On verra également ce que c'est que l'épreuve de cicatrice, comment est-ce qu'il doit être conduit. On parlera de l'induction et de la stimulation du travail. On va en parler. On parlera également de l'épisiotomie. On verra comment se passe l'épisiotomie. On parlera de l'accouchement instrumental. On parlera donc de la réalisation d'une ventouse obstétricale. On verra le forceps, qui est cet autre instrument qui permet de faire l'accouchement sur le plan instrumental. Il y en a d'autres, hein, il y a également les spatules, mais on ne va pas en parler parce qu'on ne l'utilise pas assez dans notre contexte. On parlera également de la version, comment se fait une version céphalique, comment se fait une version podalique externe, on fait ce qu'on appelle la grande manœuvre, comment on peut aller faire une version podalique en externe ou même en interne, voir les deux. Quel est le rôle, quelle est la place de la sage-femme ou du maïticien que vous êtes dans ces différentes manœuvres-là, dans ces différentes versions.
On introduira également, on introduira euh, la leçon sur la surveillance électronique du fœtus, sur la surveillance électronique d'un travail. C'est un peu ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle la surveillance par monitoring fœtal continu. On en parlera. On reviendra sur la césarienne en travail. Quelles seront les indications de la césarienne en travail? Comment est conduite une césarienne en cours de travail? On reviendra voir également les césariennes programmées. Vous voyez, donc on va se juste vous allez commencer à distinguer ces différents éléments. On va se baser sur quoi pour indiquer une césarienne programmée ou pour dire qu'on va la faire en urgence. On va voir ces éléments. On viendra également vous parler des manœuvres obstétricales. Lorsqu'il y a une dystocie des épaules, qu'est-ce qu'on doit faire? On va vous parler de la manœuvre du Macrobert. On vous parlera de la manœuvre du Wood inversé. On vous parlera du Jacques Meunier. On vous parlera de la manœuvre de Gaskin. On vous parlera de la manœuvre de Coudé, la manœuvre de Wood, du Rubin, la manœuvre du Letellier. En fait, il y a plusieurs manœuvres. On ne va pas forcément tout voir, mais on fera un aperçu global de chacune de ces manœuvres-là. Par rapport aux accouchements de siège, on verra les manœuvres de Vermerlin, on parlera de la manœuvre du Brat, on parlera de la manœuvre du Morisseau, on verra le Lofset également, on verra le Susor, on verra le Kistelar, on verra le Morisseau, on verra le Demelin. On va voir, oui, on va voir un peu tous ces éléments qui vont vous permettre d'avoir des idées assez larges sur ces différents aspects. En réalité, c'est ce qu'on va voir tout au long de ce cours. Donc, sans plus attendre, nous introduisons notre cours en disant que là, c'est l'introduction qui figure dans votre livre programme. Moi, je le prends là directement. La plupart des accouchements vont se dérouler la plupart du temps sans aucun incident et ne vont pas nécessiter d'intervention particulière. Quand tout se passe bien dans un accouchement physiologique, vous n'avez pas grande chose à faire si ce n'est d'accompagner la patiente dans le processus de l'accouchement. Donc, la plupart du temps, vous le verrez en maternité, il y a des dames, elles arrivent, on les voit, on évalue, on se rassure juste que tous les paramètres sont dans les limites de la normale. Et au moment de pousser, on installe la patiente et on lui dit de pousser. Vous voyez, vous ne faites pas grand-chose. Même quand elle va pousser, vous ne faites que l'orienter. Vous lui apportez peut-être des informations juste qu'elle ne pousse pas en désordre, qu'elle sache comment respirer. Entre-temps, vous allez pas, sans aucun doute protéger son périnée et tout. Mais dans l'ensemble, vous ne faites pas grand-chose. Mais cependant, il peut y avoir des difficultés ou même des complications qui peuvent survenir. Et à ce moment, s'il y a des difficultés, si l'enfant ne sort pas, la tête sort, l'épaule bloque, il faut que je fasse quelque chose. Je ne vais pas rester là, ne rien faire. Si c'est un siège, il faut que je sache quoi faire. Si la tête est haute, ça ne descend pas, il faut que je sache qu'est-ce que je fais à ce moment. C'est un peu ce qu'on va aborder dans ce cours. C'est vraiment pas des techniques avancées. J'arrête d'être spectateur, je prends une place dans l'accouchement. J'ai une patiente qui arrive, euh, déjà, il faut qu'elle entre en travail. Elle n'entre même pas en travail. La date d'accouchement est dépassée. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu ce qu'on va voir là-dedans. Voyez, la plupart du temps, c'est trop facile de voir cette dame qui arrive, une grossesse qui se passe tranquille, elle entre en travail, elle débarque en salle, elle monte sur une table, elle pousse son bébé, il sort, tout se passe bien. Ça, c'est toujours bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vous aurez des patients qui viendront vous voir parce que la date d'accouchement est dépassée. Il va falloir que vous interveniez. Vous aurez des dents qui vont entrer en travail et commencer à pousser. Vous vous rendez compte que l'enfant, il ne sort pas. Ça coince, ça ne passe pas. Il y a des choses à faire à ce moment. Donc, et à ce moment, il va falloir prendre des initiatives. Vous avez une dame euh, qui arrive, la tête, ça sort, l'épaule, ça coince, une dystocie des épaules. Il faut intervenir. Dans les mesures, des mesures seront prises à ce moment pour diminuer le recours aux interventions ou des techniques obstétricales évitables pour la femme à
faible risque. Les raisons d'effectuer des interventions ou des techniques obstétricales doivent être pertinentes. On ne fait pas la ventouse parce qu'on est content. On ne fait pas la ventouse à une dame parce qu'on reste comme ça, on se dit, bon, vraiment, ça fait une semaine qu'on n'a pas fait de ventouse ici au service. On va faire ça aujourd'hui. Non, c'est pas ça l'indication. Est-ce qu'il y a une raison pertinente? Est-ce qu'il y a un fait qui est écrit? Oui, on n'invente pas pour rien. Quand on vient, je me rends compte que j'ai un partogramme, je me rends compte que la descente ne se fait pas bien, la dilatation a suivi, elle a la dilatation complète, la descente, elle est restée un peu haute. Là, c'est un document qui est écrit. Je peux dire, bon, chez cette dame, je vais faire une ventouse, par exemple. Je peux arriver. Donc, en fait, vraiment, il va falloir savoir rester médico-légal. Chaque geste qu'on pose peut avoir des conséquences, peut avoir des complications. Et pour ça, il faut avoir assez d'arguments pour justifier le pourquoi vous avez posé le geste en question. Donc, dans le cas de notre cours, nous allons traiter des quelques interventions ou même des techniques obstétricales possibles qui sont le plus souvent utilisées. On ne verra pas toutes les techniques. Je vous ai parlé au niveau des manœuvres. On a vu tout un tas de manœuvres. On ne verra pas toutes ces manœuvres-là. On va voir quelques-unes des manœuvres, mais pas toutes en général. Donc, on commence par l'épreuve du travail et l'épreuve de cicatrices. J'ai voulu revenir sur ce coup, je l'ai refait un peu en long et en large parce que la dernière fois quand on discutait en classe, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas été très bien abordé dans les autres cours qui avaient été faits. Donc, je vais vraiment m'étendre là pour que vous puissiez le comprendre. Mais d'entrée de jeu, quand on parle d'épreuve de travail ou d'épreuve de cicatrices, il y a une grosse différence. C'est une question d'examen l'année dernière. L'épreuve du travail, ce sont les chances, en réalité, c'est la chance donnée à une femme nullipare, une femme qui n'a jamais accouché, d'entrer en travail et de voir si son bassin va réussir à supporter le travail. Donc, l'épreuve de travail se fait chez une nullipare. C'est une dame qui n'a jamais accouché, elle vient avec une grossesse, elle atteint. On va voir si elle va accoucher. Même si son bassin cliniquement me semble ne pas être adéquat, je vais quand même voir est-ce que ce bassin qui me semble inadéquat peut laisser sortir l'enfant. C'est ça qu'on appelle l'épreuve de travail. Il est encore appelé épreuve du bassin. Alors que l'épreuve de cicatrice se fait chez une dame qui a été au préalable opérée. Même si j'ai une patiente, donc c'est une dame qui a été opérée et qui n'a pas encore accouché après sa cicatrice. Là, je parle vraiment de cicatrice de césarienne, je voudrais préciser. Ou encore de cicatrices de myomectomie. Là, on parle de cicatrices sur l'utérus. Une dame qui a une première grossesse, on l'a opérée parce qu'elle a fait une grossesse extra-utérine et elle revient vous voir pour sa deuxième grossesse. Non, elle n'a pas d'épreuve de cicatrice. À la limite, elle peut avoir une épreuve du bassin parce que son bassin n'a pas encore subi un accouchement par voie vaginale. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir là. L'épreuve du travail, également connue sous le nom d'épreuve de bassin, fait référence à l'ensemble des processus physiologiques et mécaniques qui vont se produire lors de l'accouchement par voie basse. Donc, c'est là cette chance donnée à une patiente de voir si son bassin peut résister à l'ensemble des mécanismes qui seront mis en place. On parlera là de la mécanique obstétricale qui est basé sur ce qu'on appelle la loi des 3 P. Le premier P étant mis pour le passage, c'est le bassin en lui-même. Le deuxième P, c'est le passager, c'est le fœtus. Le troisième P, c'est la puissance. Il s'agit là des contractions utérines. Donc, on va voir, est-ce que face à la mécanique obstétricale, le bassin de cette dame peut tenir et faire sortir le bébé? Elle va donc impliquer, comme on l'a dit, les contractions utérines, les contractions des muscles utérins. Ça, c'est la puissance. Elle va inclure la dilatation du col utérin et le bassin en lui-même, c'est le passage. Et on va permettre de voir est-ce que le mobile fœtal, est-ce que le passager sera en mesure de descendre dans le canal. C'est une épreuve qui est cruciale pour les femmes qui accouchent la première fois dans la mesure où elle permet d'évaluer la capacité du bassin à permettre un accouchement par voie vaginale. Vraiment, vous avez une dame qui vient,
Évitez d'opérer les dents. Vous avez une dame qui vient vous voir. Elle est primipare âgée. J'aime souvent prendre ce cas. Elle est primipare âgée. Elle a encore primipare âgée, c'est relatif. Elle a 34 ans. Et bien, vous avez une première grossesse. On ne laisse pas que ces dames entrent en travail. On dit non, vraiment, madame, vous avez 34 ans, c'est votre première grossesse. On ne va pas prendre le risque, on va vous opérer. Pourquoi vous l'opérez? Cette dame, pourquoi est-ce que vous l'opérez? Pourquoi vous ne donnez pas une chance qu'elle entre en travail et que vous voyez si son bassin peut supporter le travail de l'accouchement? Pourquoi l'opérer d'emblée? Moi, c'est ça la question qu'il faut poser en réalité. Mais là, parce que là, on aurait pu lui donner une chance, laisser que madame, elle entre en travail, et on vous dit, bon, si au cours du travail, il y a un truc qui se passe, on va vous opérer. Mais pas d'emblée comme ça. Donc, vous n'avez jamais voulu savoir si son bassin pouvait l'aider dans son processus d'accouchement. Vous avez une fille qui vient vous voir. On dit, bon, voilà, elle a un petit bassin. La fille, elle est petite de taille. Elle ne peut même pas accoucher par voie basse. À aucun moment, on a laissé que cette dame entre en travail. On s'est basé sur le fait que son bassin, il était petit. On l'a opéré. Vous voyez? Moi, j'aime toujours prendre le cas de cette jeune fille que j'avais reçue, une petite fille de 16 ans qui a envoyé chez nous en consultation, qui a envoyé chez nous à l'hôpital. Et dès qu'elle arrive, nous, on la reçoit, elle est référée parce qu'on nous dit que elle a un petit bassin, il faut qu'on l'opère. Elle était nullipare. Nous, on a vu, elle avait une utérine à 30 centimètres pour un poids fœtal estimé aux environs de 2,7 kg. Et bon, pour notre part, on s'est dit, bon, écoutez, on va observer, on va voir ce qui va se passer. On l'a gardée, elle n'était pas encore au travail. On l'a d'ailleurs fait qu'elle rentre chez elle. Elle est revenue 2 ou 3 jours après, étant effectivement au travail. On l'a laissée entrer en travail et elle a accouché. Elle a accouché par voie basse. Elle a poussé son petit bébé qui avait 2,650 kg. Il est sorti par voie basse. Donc, elle a réussi son épreuve de bassin, malgré sa taille de 1,48 m qu'elle avait, malgré sa pointure à 36 qu'elle chaussait. On lui a donné une chance et son bassin nous a montré qu'il pouvait laisser passer un enfant malgré tous ces autres paramètres. Donc, c'est très important de tenir compte de ces différents éléments. Alors, pour mieux comprendre l'épreuve du bassin ou du travail, j'ai voulu qu'on revienne un peu sur le plan anatomique pour comprendre comment le bassin lui-même il est. On va revenir voir la mécanique même du travail. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que pour que on accepte ça, si vous avez une dame qui vient vous voir en même temps avec une auto-utérine, une souffrance fœtale, des choses comme ça, elle ne contracte pas. D'emblée, ça peut ne pas marcher. Donc, on va revenir sur le bassin en précisant ici que le bassin, vous l'avez vu en première année lorsque vous avez fait le cours sur le système locomoteur, était une structure osseuse complexe qui va jouer un rôle crucial dans le soutien du corps et dans le processus de l'accouchement. On sait que le bassin est composé de plusieurs éléments. Il y a les os iliaques de part et d'autre, et il y en a deux os iliaques. On aura en arrière le sacrum et le coccyx, et on note que les deux os iliaques seront unis en avant par la symphyse pubienne. Dans les os iliaques, chaque os iliaque, on a dit qu'il y en a deux, est conçu de 3 parties, ou de deux si vous voulez, mais sinon de trois, de l'iléon, de l'ischion et du pubis. Il va former la majorité de la cavité pelvienne et est connecté en avant par la symphyse pubienne, on l'a dit, par la symphyse pubienne qui va les connecter. En arrière, on aura le sacrum, qui est un os triangulaire situé juste sous la colonne vertébrale, sinon c'est une continuité de la colonne vertébrale. Il fait suite au rachis lombaire, qui est composé de 5 vertèbres qui sont fusionnées. Là, ça vous fait un seul bloc. Et il va s'articuler avec les os iliaques en arrière pour former l'arrière du bassin. À côté, on aura le coccyx, qu'on appelle encore l'os de la queue, qui est composé de 3 à 5 vertèbres fusionnées également. Et il est situé à l'extrémité inférieure du sacrum et va contribuer à la structure pelvienne. On revient un peu sur l'anatomie du bassin. Il y a les mesures qu'il faut avoir quand même. Et je tiens à préciser que ces mesures du bassin peuvent être obtenues de deux manières, parce qu'on obtient les mesures du bassin à travers ce qu'on appelle la pelvimétrie, qui est la mesure en réalité du bassin. La pelvimétrie peut être soit clinique ou encore biologique.
pardon, ou imagérique, pardon. Elle est clinique si elle est faite euh, à travers une évaluation au toucher vaginal. On peut faire une évaluation du bassin au toucher vaginal. Ou alors, elle peut être faite de manière radiologique. Donc, à ce moment, on fait un scanner du bassin, ce qu'on appelle un pelvis scanner, un scanner du pelvis. Ou encore, on peut même faire une radiographie du bassin, mais qu'on fait de moins en moins à cause des irradiations que cela entraîne sur le fœtus. Le scanner du bassin il ne coûte plus assez cher. Il y a des structures dans la ville qui nous font un scanner du bassin à 22 000 francs. Donc, ça passe. Donc, si on revient, vous voyez, si je prends sur cette structure, on a à ce niveau-ci plusieurs mesures, mais il y a des mesures qui vont nous intéresser. C'est le promontoire retropubien. Le promontoire retropubien, il est évalué à la mesure du scanner. Donc, si on fait un scanner du bassin, on va mesurer le promontoire retropubien. Sur le plan clinique, si vous faites une pévimétrie clinique, vous allez plutôt évaluer le promontoire retro-sous-pubien, le promontoire sous-pubien, sous le pubis. Ok, donc du coup, il sera 1,5 cm plus grand que le promontoire retropubien. Ça, il faut admettre et comprendre cela. Et donc, à côté, on peut avoir d'autres dimensions comme le transverse médian, qu'on appelle encore le transverse utile, qui mesure entre 12 et 12,5 cm. Il y a le transverse maximum qu'on utilise très peu en obstétrique. À côté, on aura les diamètres obliques qui sont très importants à comprendre. Les diamètres obliques, c'est ce diamètre-là. Ils sont ce qu'on appelle les diamètres d'orientation, les diamètres d'engagement. Il y a des diamètres, il y a le diamètre oblique gauche, le diamètre oblique droit. Il y en a deux. Ce sont les diamètres d'engagement. Ce sont les principaux bassins, les principales dimensions, les principales mesures à avoir au niveau du bassin. À côté, à côté, on peut avoir sur le plan des formes du bassin, en fonction des mesures que le bassin peut avoir, le bassin peut avoir plusieurs formes. De manière générale, la femme, elle a un bassin de type gynécoïde. Gynécoïde, c'est un peu ce bassin. C'est là. Oui, c'est un bassin de forme gynécoïde où toutes les dimensions sont dans les dimensions que nous avons vues, c'est les dimensions d'un bassin gynécoïde, qui est un bassin qui est propice pour l'action par voie basse chez la femme. Maintenant, si regarder, on vient maintenant regarder sur d'autres paramètres, même, on vous dit, même si sur le plan classique, la femme peut avoir d'autres bassins à cause d'autres morphotypes du bassin, à cause de plusieurs variations qui peuvent être mises en évidence chez la patiente. Nous allons prendre le cas, par exemple, un cas où on a un transverse médian qui est très grand. On peut avoir un cas où le transverse médian est très grand et le promontoire retropubien, il est plus petit. Ça, vous voyez, ça crée un bassin qui a l'air plutôt plat. Là, on a un bassin vous voyez, comparé au précédent, regardez un peu là, regardez un peu ce bassin-là, regardez. Oui, quand vous voyez c'est là, vous voyez la forme? Vraiment, on a un peu sur une forme presque ovale et tout, mais il est gynécoïde. Vous venez regarder celui-ci. Il est tout plat, vous voyez. Ça devient ce qu'on appelle un bassin platipéloïde ou un bassin plat. Sur le plan obstétrical, le problème ici, c'est que la petite dimension des diamètres obliques, qui sont là, je vous ai dit que ce sont les diamètres d'engagement, va rendre difficile l'engagement chez ces patients. Donc, l'engagement va souvent venir se faire dans le plan transverse, qui ne sera pas le bon. Du coup, l'enfant peut avoir des problèmes dans la rotation et d'autres éléments. On peut également avoir un bassin qui est de type anthropoïde ou même ovale, vous voyez, qui est différent du bassin gynécoïde, je préfère le préciser. Même si on note qu'ici, c'est le plus fréquemment rencontré chez les populations africaines. Dans ce cas-ci, on aura le transverse médian qui sera plus petit. On aura comme le promontoire retropubien qui est un peu plus grand. Ça va définir un bassin qui sera un peu de forme ovale. Excusez-moi un peu. Bon, je vais m'excuser. C'est que les enfants sont rentrés et tout le monde a débarqué dans la chambre. Comme ça, il fallait que j'aille d'abord avant de revenir. Normalement, le bassin de type anthropoïde, vous voyez, on a un promontoire retropubien qui est plus grand.
Alors que le transverse médian, il est plus petit. Le contour rotopubien, c'est celui-là. Là, on le transverse médian, il est plus petit. Et on note dans ce cas qu'il y aura une quasi-absence des arcs, ça c'est l'implication sur le plan obstétrical, il y aura une quasi-absence des arcs sacro-iliaques avec un allongement du promontoire retropubien et la diminution du transverse médian, ce qui la plupart du temps va entraîner l'engagement dans l'axe antéro-postérieur. Donc au lieu que l'enfant s'engage en oblique là, il va s'engager quasiment dans l'autre sens. Et ça peut avoir d'autres implications qu'il faut savoir, n'est-ce pas, pour tenir et tout le reste. Donc, à côté également, on peut avoir d'autres types de bassins, comme on peut également avoir un bassin qui est de type androïde ou triangulaire. Vous voyez comment est-ce qu'il est? Il est quasiment triangulaire. Là, il va se rapprocher plutôt du bassin des hommes, du bassin de type masculin, pour la plupart du temps. Et s'il est caractérisé par un allongement du promontoire retropubien et une diminution du transverse médian. On note quand même que dans ce cas, l'arc antérieur étant fermé, l'engagement de la présentation est très, très difficile. Donc, ce sont des bassins dans lesquels l'enfant ne passera pas. Donc, alors, on revient également là sur les différents stades du travail. On vous l'a déjà dit, le travail a trois grands stades. On aura euh, le premier stade qui est le stade de l'effacement. Le deuxième stade, le premier stade, c'est le stade de l'effacement et de la dilatation. Le deuxième stade, c'est le stade de l'accouchement ou de l'expulsion. Le troisième stade, c'est le stade de la délivrance. Donc, vraiment, là, on est plus sur la base des rappels, hein. On a dit ces trois stades. Et on note que le premier stade sera donc caractérisé par deux phases, la phase de latence et la phase active. La phase de latence qui est en réalité, qui va de l'effacement à la dilatation 4 cm, qui est caractérisée par des éléments comme l'apparition des contractions utérines qui sont généralement irrégulières, qui sont très peu douloureuses, qui sont très peu intenses également. On peut également avoir des modifications au niveau du col, on a dit. Le col va commencer à s'effacer, donc à diminuer sa longueur, mais également commencer à se ramollir. On peut également avoir l'apparition du bouchon muqueux. Si ça n'avait encore été fait, il peut également être mis en place à ce moment. Le bouchon muqueux peut également sortir dès ce moment-là. À côté, on aura la phase active. Euh, hop. Mais voilà, je pense que là, bon, j'ai oublié de vous mettre une diapositive, je crois. Ah non. Non, oui, bon, j'ai oublié de vous mettre une diapositive. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai oublié de vous mettre une autre diapositive. Donc, toujours dans le premier stade, on va noter à la suite de la phase de latence, on aura la phase active. La phase active qui est caractérisée par une dilatation allant de 5 à 10 cm, une dilatation complète qui est caractérisée cette fois-là par euh, une dilatation progressive du col, qui est également caractérisée par une amélioration, par une régularisation des contractions utérines. Les contractions utérines vont devenir plus régulières, vont devenir plus douloureuses, vont devenir plus fréquentes également. Et voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, on aura le deuxième stade du travail. Le deuxième stade du travail qu'on appelle encore le stade, excusez-moi un tout petit peu. Donc, on aura le deuxième stade du travail qui sera caractérisé par l'expulsion.
À ce moment, on note qu'il y a déjà eu une dilatation complète. On aura les contractions qui vont devenir très, très régulières et tout. Et il y aura l'envie des poussées qui vont commencer à apparaître chez la femme. Elle va commencer à ressentir les envies de pousser. C'est pour ça que je dis toujours que quand vous êtes à l'hôpital, c'est pas parce qu'une femme a la dilatation complète qu'elle est dans le deuxième stade du travail. Une fois qu'elle a la dilatation complète, il faut attendre qu'elle ait envie de pousser. C'est la seule chose qui montre qu'elle veut pousser. Sinon, vous allez commencer à dire la dame commence à pousser et elle pousse, elle va se fatiguer très vite, sans aucun intérêt pour vous. Et au moment où il va falloir qu'elle pousse, elle ne pourra plus parce qu'elle sera épuisée déjà. Donc, on aura le troisième stade du travail qui est caractérisé par, qu'on appelle encore la délivrance, le troisième stade, qui est caractérisé par la sortie du placenta, des membranes et tout. Je voudrais aussi que vous notiez que là, on parle des stades ou des périodes qui sont différentes des phases. Ça, il faudrait noter cette différence-là. Alors, comment se fait l'évaluation du travail? En gros, l'évaluation du travail est essentielle pour assurer la sécurité de la mère et du fœtus. Il y aura plusieurs aspects dans l'évaluation du travail. Il y aura la surveillance des contractions, il y aura l'examen vaginal, il y aura l'évaluation même du bassin. Maintenant que l'évaluation du bassin doit être faite avant que la dame n'entre en travail. Si vous avez des doutes sur le bassin, vous l'évaluez. Mais pour notre part, généralement, si vous allez sur une épreuve du bassin et vous pensez que le passage, il est bien, le passager, il est bien, il n'est pas très gros, la puissance, vous pouvez réajuster dans la surveillance. Vous laissez que cette dame, elle entre en travail, tout simplement. Mais si vous décidez d'évaluer le bassin sur le plan clinique, ou même radiologique, l'évaluation du bassin se fait à partir de la 36e semaine de grossesse. Sans ça, rien de venir chez une dame qui a 32 semaines faire l'évaluation du bassin chez elle. Pourquoi? Parce que la relaxine, qui est une hormone qui va agir vers la fin de qui va être sécrétée vers la fin de la grossesse et agir pour augmenter quelques centimètres ou quelques millimètres au bassin, est produite dans le troisième trimestre uniquement. Donc, au début, il est produit à partir de la 36e semaine. Donc, on attend 36 semaines en se disant que même s'il a agi, on a quand même quelques gains sur les eaux du bassin. Ça, c'est très important à prendre en compte. Donc, maintenant, concernant la surveillance des contractions utérines, les contractions utérines ont trois paramètres: la fréquence, l'intensité, la durée. La fréquence, c'est le nombre de contractions que vous avez en 10 minutes. On note que chez une femme qui est en travail, on va suivre les contractions utérines toutes les 30 minutes pendant 10 minutes. Donc, je viens sur un intervalle de 30 minutes, je vais suivre pendant 10 minutes pour voir combien de contractions est-ce que j'ai eu en 10 minutes. Ça, c'est très important. C'est un peu ça la fréquence des contractions utérines. Il y en a 3 en 10 minutes, il y en a 2 en 10 minutes, il y en a 5 en 10 minutes. On peut suivre également la durée des contractions. Une contraction, c'est La durée d'une contraction, c'est le moment qui s'étend entre le début du durcissement de l'utérus et le début de son relâchement et la fin du relâchement. C'est ça la durée d'une contraction. Du coup, ma main est posée sur le ventre de la femme au niveau du fond de son utérus. Dès qu'il y a eu un début de durcissement, je commence à apprécier la contraction. Je vois elle dure combien de temps. Je l'évalue. Donc, jusqu'à ce qu'elle finisse. Ma main reste là comme ça, posée pendant 10 minutes. Ça, c'est important que vous le sachiez. Et on note qu'en fonction du stade d'évolution du travail, les contractions seront de plus en plus longues généralement. À côté, on aura l'intensité. L'intensité, c'est un peu la force le tonus que fait l'utérus lorsque vous l'appréciez et la main qui est posée sur le fond utérin. Si pendant la contraction au pic, je me rends compte que au fait, je vais appuyer avec un doigt dessus. S'il est dur comme mon front, je dirais que c'est une contraction qui a une intensité de 3 croix. S'il est dur comme la pointe de mon nez, je dirais que c'est une contraction qui a une intensité de 2 croix. Mais s'il est aussi souple que mes lèvres, je dirais que c'est une contraction qui a une intensité d'une seule croix. On fera également un examen vaginal pour évaluer la dilatation du corps, pour évaluer l'effacement du col.
On sait déjà que l'effacement est défini comme le raccourcissement du col, comme la diminution de la longueur du col. C'est ça qu'on appelle l'effacement. Ça s'apprécie avec au cours du toucher vaginal. Ça, je voulais déjà expliquer largement en classe comment est-ce que ça s'apprécie. Au cours des examens vaginaux également, on peut apprécier la présentation fœtale. En première année, quand on a parlé de l'accouchement normal, on avait vu les sens d'orientation, on avait vu que l'enfant avait des positions occipito-iliaque gauche antérieure, gauche postérieure, occipito-iliaque droit antérieur et droit postérieur, en fonction de l'orientation qu'il avait. Ça, on peut apprécier l'orientation fœtale au cours de l'examen vaginal. Vous pouvez apprécier, vous pouvez voir à quel niveau se situe la descente. La tête de l'enfant est à quel niveau par rapport aux épines sciatiques. Vous pouvez évaluer tous ces différents éléments. Et donc, une fois que tout cela est passé, qu'on est au moment de l'accouchement, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle l'assistance à l'accouchement. Je voudrais préciser ici, quand on parle de l'assistance à l'accouchement, c'est une étape cruciale dans le processus de la mise en œuvre, de la mise au monde du nouveau-né. C'est un processus qui est important. Donc, cette assistance va impliquer plusieurs techniques et même des manœuvres pour faciliter la sortie du fœtus et assurer la sécurité de la mère. D'abord, concernant les techniques de poussée, vous savez, dans notre contexte, généralement, on a fait croire aux patients que la seule façon de pousser le bébé, c'est être poussé sur le dos. Sauf que c'est la position la plus classique, c'est celle qui est le plus utilisée. Mais de moins en moins, elle est utilisée parce qu'elle n'est pas très adaptée pour le bassin de la femme africaine. Donc, on peut utiliser d'autres positions, les positions à quatre pattes et tout le reste. Donc, encourager la mère à adopter des positions qui vont faciliter la poussée. Vous avez des patients qui vont vous dire, bon, moi, je vais être à quatre pattes. Tu dis que non, reste seulement sur le dos. Mais pourquoi est-ce que je devais rester seulement sur le dos? Il y a une position en semi-assise qu'on peut utiliser. Mais il va peut-être falloir qu'on inclue ça dans vos formations, qu'on vous apprenne les positions, d'autres variantes de la position et que vous voyez faire pour l'inclure, n'est-ce pas, dans votre pratique. Sinon, la position sur le dos n'est qu'une des positions. Sinon, il y a beaucoup d'autres positions qui sont d'ailleurs plus agréables pour les patients. Ça fait moins mal au dos, ça soulage mieux la patiente, ça aide mieux dans la respiration parce qu'il n'y a pas de dépression sur le diaphragme. Il y a tellement de trucs qui peuvent être utilisés. Dans ce moment, il faut choisir des positions qui sont confortables pour la mère pour qu'elle se sente soutenue. Vous avez une patiente qui vous dit, bon, là, reste sur deux, que j'aime mal, je veux me lever. Non, tu ne te lèves pas, comme on fait dans la maternité, ce qui n'est pas normal. Donc, je vais aller marcher un peu. Tu ne marches pas. Elle est en travail, mais pourquoi vous l'empêcher de marcher? OK? Elle peut marcher. Ça va l'accompagner dans la mécanique obstétricale, par exemple. Et donc, au moment de l'accouchement, vous devez également l'encourager à les pousser. Vous devez entraîner la patiente à comment pousser. On ne pousse pas en désordre. Vous devez expliquer à la mère le moment approprié pour pousser. Est-ce qu'elle ressent l'envie même déjà de pousser? C'est d'abord ça la question, madame. Est-ce que vous voulez chier? C'est la question qu'on dit souvent. Non. Vous la laissez tranquille, elle se repose. Donnez-lui une boisson sucrée, donnez-lui un peu de bouillie si vous voulez. Donnez-lui un truc à manger léger, qu'elle se prenne des forces. Quand elle va sentir l'envie de pousser, vous l'encouragez à pousser seulement pendant les contractions utérines. Ça, c'est très important. On ne pousse pas en désordre. Madame, vous attendez quand il y aura une contraction, je vais vous dire de pousser. Quand la contraction s'arrête, vous arrêtez de pousser, vous respirez. C'est très important. Et vous pouvez également encourager la patiente. Au lieu de lui dire, tu ne connais rien, tu es trop nul. Ça ne l'encourage pas. Tous ceux qui ont souvent vu quand je fais l'accouchement, madame, vraiment, vous êtes brave, du courage. Je sais que c'est pas facile pour vous. Je sais que c'est pénible et tout. Mais tenez bon, ça va aller. La tête de l'enfant progresse. On voit les cheveux. Il évolue. Tout se passe bien. Du courage. La femme se sent motivée. Donc, vous pouvez accompagner la mère dans les techniques de respiration. Il y a plusieurs techniques de respiration dans l'accouchement. Il y a ce qu'on appelle la technique de l'inspiration, du blocage et de la poussée. Là, elle inspire, elle bloque et pousse. C'est ce qu'on utilise tout le temps. Il y a la technique de l'inspiration et du soufflage. Elle inspire et pendant les poussées, elle souffle. On peut utiliser un stylo, je veux dire, le tube d'un stylo dans lequel vous avez enlevé le milieu. Et elle souffle à l'intérieur pendant les poussées. Ça fait qu'elle respire mieux, elle se sent plus à l'aise et tout. Et elle vit mieux son accouchement. Elle peut mieux
participer à l'accouchement, mieux contribuer avec le moins de complications après possible. Donc, au cours d'un accouchement qui se fait, comme on l'a dit, au cours de l'épreuve du bassin, il peut arriver qu'on soit appelé à faire certaines manœuvres pour assister la patiente. Une fois que la tête de l'enfant est sortie, on peut avoir une rétention des épaules, ce qu'on appelle une dystocie des épaules. Ça peut être des difficultés à les faire sortir. On peut utiliser des manœuvres comme la manœuvre du Macrobert, qui consiste à laisser la patiente coucher sur le dos. On reviendra là-dessus après, mais juste que vous compreniez déjà que même au cours de l'épreuve de cicatrice, de l'épreuve du bassin, ou de l'épreuve du travail, on peut être appelé à faire certaines manœuvres ou accompagner la mère dans le processus de l'accouchement par voie basse. Donc, on reviendra dessus naturellement après. Il y aura d'autres choses qui peuvent être faites, comme on appelle les rétroversions. Parce qu'en réalité, l'enfant va s'orienter dans les positions occipito-iliaques antérieures. Il peut arriver qu'il soit en postérieur et vous l'accompagnez. Par exemple, à travers des rétroversions, si le bébé est présenté en position postérieure, voilà, c'est ce qu'on disait, on peut le roter, n'est-ce pas, pour le mettre en antérieur. Mais ça, il faut être entraîné pour le faire. C'est pas si compliqué. Une fois que vous avez été entraîné, ça marche très bien, si vous le savez. Ça peut aider à réduire une césarienne inutile chez la patiente. Si vous avez une rétention des épaules, comme on a dit, il y aura des manœuvres, le marobet et tout le reste, pour accompagner la patiente dans le processus d'expulsion, n'est-ce pas, de ces épaules-là pour aller les faire sortir. On reviendra sur ces approches après. Maintenant, une fois qu'on se lance dans l'épreuve de bassin ou de travail, il faut toujours que la patiente soit informée qu'il y a des complications qui peuvent arriver. Ça, et elle doit être informée avant. Madame, moi je pense qu'on va se lancer chez vous, on va essayer de faire une accouchement par voie basse. C'est ce que l'on appelle une épreuve du bassin. Mais je voudrais que vous soyez au courant que ça peut ne pas toujours bien se passer. Il peut arriver que l'enfant coince, il peut arriver qu'il ne sorte pas, il peut arriver que les contractions ne se passent pas bien, il peut arriver que votre col ne se dilate pas. Et si dans l'un ou l'autre de ces cas, on peut être appelé à vous faire une césarienne. On peut être appelé à faire un accouchement instrumental. Mais vous voyez, la personne doit être informée à la base qu'on va essayer l'accouchement par voie basse. Même si ça se fait de manière automatique tout le temps, ça peut ne pas marcher et qu'on peut arriver à une césarienne. Et ça fait que si jamais l'indication se produit, la patiente étant mieux préparée, elle accepte facilement. Et pour vous également, vous êtes plus à l'aise, n'est-ce pas, à la préparer. Pas que vous venez dire à la personne que non, vous m'écoutez, ça c'est rien. Ça, c'est que tu vas coucher par voie basse. Et en plein travail, vous vous rendez compte que vous commencez à avoir les signes de pré-rupture. Mais puisque vous avez dit à la dame que ça va bien se passer, que vous êtes un grand coucheur, vous avez du mal maintenant à redescendre de votre piédestal pour lui dire, bon, voilà, on pense que ça ne se passe pas bien, il va falloir qu'on vous opère. Vous commencez à dire, non, pousse une dernière fois. Et elle pousse et on le l'utérus. Parce que vous avez voulu jouer à l'orgueil. En obstétrique, il faut éviter cette façon de faire. Dites à la patiente, on va essayer l'accouchement par voie basse. On est en train de voir si votre bassin va supporter cet accouchement par voie basse. Si jamais ça ne passe pas, on peut vous opérer. On dira que vous n'avez pas réussi à l'épreuve du travail. C'est une épreuve. C'est comme vous allez composer bientôt. Moi, je souhaite pour vous que tout le monde passe. Mais sinon, c'est une épreuve pour dire qu'il y a des gens qui peuvent échouer. Ça. Si vous n'intégrez pas dans votre tête qu'en allant composer, on peut échouer, c'est grave quand même. Parce que c'est ça souvent que quand vous allez composer, si vous échouez, ça ne passe pas. Mais non, c'est une épreuve. On peut échouer à l'épreuve. Et donc, on fait l'épreuve du travail. On peut échouer à l'épreuve du travail. On peut échouer à l'épreuve du bassin. Ça peut faire créer ce qu'on appelle une disproportion photopelvienne. Le fœtus ne parvient pas à passer dans le bassin en question. À ce moment, on va dire que ce bassin n'a pas pu tenir pour réaliser un accouchement à la patiente. Et donc, voilà, on va trouver d'autres moyens. Donc, on peut avoir des dystocies qui peuvent être pelviennes, des dystocies pelviennes. À ce moment, c'est le bassin qui peut ne pas être adéquat pour faire sortir le fœtus. Ça fera ce qu'on appelle les disproportions photopelviennes. Ça peut être des dystocies fœtales. C'est un fœtus qui peut être peut-être très gros. C'est un fœtus qui peut être mal positionné, on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure, et du coup, il ne va pas sortir. Ça peut être des dystocies utérines. Ça peut être des contractions utérines qui ne sont pas suffisantes. Ça peut être des contractions qui sont désordonnées et tout. On peut avoir des problèmes dans la gestion. Ça peut être
Alors, non, comment est-ce qu'on gère ces différents cas? On peut faire une gestion continue, on peut surveiller de manière régulière les contentieux utérines et même la progression du travail. C'est à ça que vous sert un instrument comme le pathogramme. Le pathogramme vous permet de vous rassurer que le travail se passe sans aucune difficulté, que le travail continue de bien se passer malgré tout le reste. Et vous devez avoir ces instruments en main pour prendre des décisions. On a vu qu'il y a des manœuvres qui peuvent être utilisées, comme le marrobette, par exemple, ou comme la pression suprapubienne, s'il y a une dystocie des épaules. Donc, si ça ne passe pas de manière physiologique, je peux déjà faire quelque chose pour éviter, pour participer, pour orienter à faire quelque chose. Si la tête fœtale est mal positionnée, je peux faire une version. On l'a vu plus haut, on peut faire des versions pour essayer de remettre la tête dans le bon angle, dans le bon sens de l'engagement. Ça peut accompagner. On peut également être appelé à faire des interventions sur le plan médical et même sur le plan obstétrical, des choses peuvent également être faites à ce moment. Je peux avoir une patiente qui se retrouve dans ce tableau-là avec l'enfant qui ne passe pas et je suis appelé à aller, par exemple, euh, à aller faire, par exemple, euh, une ventouse ou même aller faire un forceps, par exemple. Donc, si jamais ça ne passe toujours pas, on peut même être appelé à aller faire une césarienne, carrément. Donc, il faut être préparé à ces différentes possibilités déjà. Et donc, à côté, si rien n'est fait et que tous ces problèmes se passaient ainsi, il y a des complications qui peuvent arriver absolument, comme l'utérus qui finit par se rompre. Vous voyez, si j'ai des signes de pré-rupture, parce que l'utérus ne se rompt pas comme ça, je dis encore aux gens, l'Afrique est le seul continent au monde où on réussit à faire des ruptures utérines sur utérus vierge. D'une femme qui n'a jamais été opérée, on réussit quand même à faire une rupture utérine chez elle. Ça, il faut être fort, hein, je vous assure. On parle comme les blancs, mais il faut être brillant pour qu'une femme qui n'a jamais accouché par voie basse, qui n'a jamais été opérée, vous rompez son utérus. Ça, il faut être forcément idiot, si vous voulez. Quand je dis fort, c'est pas fort dans le bon sens, mais il faut être forcément idiot pour le faire. Parce que vous aurez des signes de pré-rupture qui arrivent. Vous dites, bon, madame, là, je pense que on commence à voir un utérus qui se forme en sablier. L'utérus commence à se diviser. Il faut arrêter. Vous coupez le symptôme, vous arrêtez tout, vous préparez le bloc en urgence. Du coup, ça me fait vous dire, ne mettez pas les symptômes, tout ça quand vous n'avez pas de bloc à côté. C'est pas bon. Sinon, c'est pour ça qu'on réussit à faire des ruptures utérines chez nous. C'est pour ça que je dis qu'on est brillant pour réussir à faire des ruptures utérines dans notre contexte. C'est pour ça, en fait. Donc, on aura des signes qui vont montrer qu'on aura une rupture utérine. Ce sera la douleur abdominale. Ça peut être un changement du rythme des contractions. Les contractions peuvent être complètement perturbées. Ça peut être des signes de souffrance fœtale aiguë qui arrivent également. Ça peut également être des anomalies dans le rythme cardiaque fœtal et tous ces différents éléments peuvent vous faire comprendre que il y a que c'est interrompu, qu'il y a une rupture les possibilités d'apport du sang à votre fœtus. Et comment prévenir la rupture utérine, comme on a dit, c'est de bien évaluer la patiente, c'est de surveiller tous les signes dans le travail. Si on a des contractions utérines qui deviennent exagérées, à ce moment, il faut prendre des précautions et arrêter peut-être le syntocinon, réorienter cette dame et tout le reste pour éviter qu'on arrive au pire. Et donc, si jamais on arrive à avoir carrément une rupture utérine, qu'est-ce qui se passe à ce moment? À ce moment, il faut orienter la patiente vers pour une indication médicale en urgence. Ça devient très, très important. Il faut orienter la patiente pour une intervention chirurgicale d'urgence. Il faut faire une préparation rapide pour une laparotomie. Le but ici étant d'essayer de sauver à la fois la mère et l'enfant. Mais si c'est dur, on va quand même essayer de sauver au moins l'enfant. Au moins la mère, pardon, parce que la plupart du temps, si vous perdez le temps, l'enfant, il va mourir. Ça n'évoluera plus, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'épreuve du travail. Vous voyez, c'est un truc qu'on parle facilement à l'hôpital, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont dedans. J'ai voulu pousser un peu loin pour que vous ayez plus d'arguments, qu'on voie des éléments qui vous échappent ou qu'on prend souvent de manière automatique, mais qui sont très, très fondamentaux, très fondamentaux.
Là, maintenant, on va parler de l'épreuve de cicatrice. L'épreuve de cicatrice qui, contrairement à une dame qui a déjà, c'est qui faisait l'épreuve de bassin, qui n'avait jamais accouché. Là, dans l'épreuve de cicatrice, c'est une dame qui a déjà accouché par césarienne. Je veux parler par césarienne. Parce qu'une dame, je le disais encore, souvent, à l'hôpital, vous voyez une dame, on dit, il y a une cicatrice suivante. Cette dame, elle est cicatricielle. Madame, pourquoi est-ce que vous avez opéré? Ah, on m'a opéré quand j'étais enfant, j'avais eu une péritonite, on m'a opéré. Mais son utérus n'est pas cicatriciel. Quand on parle de l'épreuve de cicatrice, ça se fait sur une cicatrice utérine. Ça se fait sur une cicatrice utérine. C'est important de le noter. La cicatrice ici, elle doit être utérine. C'est important que vous le sachiez. Donc, l'épreuve de cicatrice, qu'on appelle encore la vaginal birth after cesarean, désigne le processus d'accouchement par voie basse chez une femme qui a déjà subi une césarienne par le passé. Il s'agit d'une approche qui vise à permettre à la patiente d'accoucher naturellement, le tout en tenant compte des spécificités et même de sa situation sur le plan obstétrical. Alors, quelle est l'importance? L'importance, il y en a au moins trois importances, sinon il y en a plusieurs autres. C'est que les césariennes répétées vont comporter des risques accrus de complications. Plus on opère une dame, plus il y a des risques d'adhérence. Et s'il y a des risques d'adhérence, vous commencez à avoir des choses qui se collent à l'intérieur. Et à ce moment, chaque césarienne devient un risque de complications de trop. Ça peut être, donc, on l'a vu, des infections, des adhérences, des blessures sur les organes adjacents. Vous pouvez blesser la vessie. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, lorsque j'ai entré sur une cicatrice, de blesser la vessie. Vous pouvez blesser les intestins. Bon, moi, je n'ai pas encore eu. Vous pouvez couper les uréters. Oui, vous pouvez avoir pas mal de complications comme ça qui vont arriver. Lorsqu'à chaque fois qu'on en mange. Donc, c'est pas toujours un choix d'aller coller une autre cicatrice chez une patiente. L'accouchement vaginal après une césarienne peut donc diminuer le besoin de césarienne supplémentaire et améliorer ainsi la santé maternelle et fœtale. Imaginez si une femme qui a déjà été opérée, vous réussissez à faire un par voie basse, vous allez l'accompagner dans plusieurs autres processus comme la récupération rapide. Parce qu'on sait que lorsqu'une femme accouche par voie basse, la plupart du temps, elle récupère rapidement comparé à une césarienne. L'accouchement par voie basse, là chez nous, on est sur du 24 maximum à l'hôpital. Si c'est trop, c'est 48. Elle rentre chez elle. La césarienne, au meilleur des cas, c'est 4 jours. Tu vois, quand il y a des patients qui viennent vous dire, non, opérez-moi, je suis fatigué. Tu dis, bon, là, tu le dis maintenant, mais une fois que ton enfant sera sorti, là, j'ai pas d'indication de t'opérer. Une fois que ton enfant sera sorti, je te promets que tu seras contente que je ne t'ai pas suivi. Tu seras contente. Parce que la récupération sur ton accouchement par voie basse, il est plus rapide que lorsqu'on te fait une césarienne. Et cela peut permettre également de faire une mobilisation précoce. Lorsqu'on fait une mobilisation précoce, on peut réduire les douleurs, on peut réduire les risques de maladies thromboemboliques, on peut avoir un retour rapide à l'activité. Une dame qui accouche par voie basse, il y a des dames, une semaine après, 2 semaines, elle reprend son activité. Si elle est commerçante, elle prend son enfant, et ça va faire son commerce. Mais quand vous avez une césarienne, c'est un peu plus difficile. Il faut environ un mois pour bien récupérer, des choses comme ça. Donc, du coup, il ne faut pas opérer les gens pour rien. Donc, l'autre important, c'est ça concerne l'expérience d'accouchement positif. Beaucoup de femmes vont exprimer un désir de vivre l'expérience de l'accouchement par voie vaginale, ce qui peut avoir un impact positif sur leur bien-être émotionnel et psychologique. Il y a des dames qui arrivent, mais c'est souvent un peu ambigu. Vous voyez, il y a une que j'ai reçue qui a accouché avant-hier. C'est une dame qui était cicatricielle, qui m'a dit vraiment, elle rêve d'avoir un accouchement par voie basse. Et moi, je lui ai dit, bon, voilà, on va s'y lancer, on fera une écoute de cicatrice et tout. On va voir les conditions à remplir tout à l'heure. Je lui ai dit, elle remplissait tous les critères pour qu'on lui fasse une écoute de cicatrice. Je lui ai dit, bon, voilà, on va s'y lancer, on va voir. Et on s'est lancé, elle accouche par voie basse. Elle était contente, mais dit vraiment, je suis très fière. Mais docteur, c'est dur, hein, c'est difficile. Je ne suis pas sûr que la prochaine fois, je vais encore vouloir accoucher par voie basse. Vous voyez? Non, mais au fond, elle est épanouie, elle est déjà contente parce qu'elle a accouché par voie basse et tout. Donc, l'épreuve de cicatrice peut également renforcer le lien entre la mère et l'enfant et même favoriser une meilleure expérience globale de la maternité.
une femme qui est opérée une première fois, qui a eu des grosses douleurs, qui en a souffert vraiment et tout, et qui arrive pour une deuxième fois, et on lui propose un accouchement par voie basse, les conditions sont remplies, elle s'y lance, elle le vit mieux, et après, elle est contente. Elle se dit, bon voilà, vraiment, j'ai tenu, je suis très fière et tout. Et ça vous fait des plus, quoi. Ça améliore le lien entre la mère, son bébé, ça lui donne envie d'accoucher encore. Alors, sur le plan anatomique et physiologique, c'est important en termes de rappel de revoir le processus de la cicatrisation. On ne va pas revenir sur tous les trois étapes de la cicatrisation. Il y a, parce que la cicatrisation se fait au moins en trois grandes étapes. On aura ce qu'on appellera l'hémostase primaire, on aura l'hémostase secondaire et on aura la fibrinolyse. Ce sont les trois grandes étapes de la cicatrisation, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. On revient dans le cadre d'une césarienne pour noter qu'après la césarienne, généralement, le corps va commencer un processus de guérison. Dès qu'on sort du bloc, on s'est dit, généralement, c'est rare. S'il y a la plaie opératoire, elle est généralement fermée au bout de 48 heures. 48 heures. Donc, s'il y a une infection qui arrive après, ça veut dire que c'est une infection qui était déjà là avant. C'est une infection de la parole, par exemple, à cause d'une faute d'asepsie, à cause d'une faute d'hygiène, au cours du bloc, qui fait que l'infection va passer de l'intérieur pour remonter à la surface. Mais après le deuxième jour, il est quasi impossible qu'un germe parte de l'extérieur de la peau pour rentrer dans le ventre, parce que la barrière est quasiment fermée. Donc, généralement, on aura un processus inflammatoire qui va se mettre en place les 48 premières heures. Pour ceux qui ont vu mon protocole post-opératoire, je ne mets pas d'anti-inflammatoire chez les dames au premier jour de la chirurgie. Je vais mettre l'anti-inflammatoire généralement pour le relais oral le troisième jour, troisième jour. Parce qu'on se dit que les deux premiers jours, la patiente a besoin dans son processus de la cicatrisation de réaliser une inflammation qui va aider, parce que c'est l'inflammation qui va se faire, qui va créer la guérison. Si du coup la patiente qui réalise est en train de faire son inflammation, vous venez lui mettre des anti-inflammatoires, vous allez lutter en réalité contre son processus de guérison physiologique. Est-ce que vous voyez? Et donc, nous, on va essayer de limiter ça en disant, voilà, les deux premiers jours, on s'arrête vraiment sur les antalgiques non inflammatoires. Et lorsqu'on pense que le processus inflammatoire il est fini et que la patiente est dans le stade de la prolifération et même de la maturation, à ce moment, nous pouvons mettre des anti-inflammatoires en relais oral lorsqu'on mettra du paracétamol, par exemple, combiné à un anti-inflammatoire non stéroïdien, comme la cyclophénac, si vous voulez. Et on note donc que le tissu cicatriciel va se former à l'endroit où l'incision a été faite et la force de la cicatrice va augmenter avec le temps. Généralement, au cours des 6 premiers mois, tout est rentré dans l'ordre. Nous, on revoit souvent les patients à 6 semaines du postpartum, lorsque tout se passe bien, tout est cicatrisé. Ça, c'est très important. Donc, sur l'utérus, on peut souvent avoir deux grands types de cicatrices. Les cicatrices peuvent être soit transversales basses, c'est la plus courante, c'est celle que vous nous voyez généralement faire. On dit toujours qu'on a fait une incision segmentée transversale basse. C'est la plus favorable pour l'accouchement vaginal ultérieur. Si vous pensez que ma patiente peut encore accoucher par voie basse, faites-lui une cicatrice transversale. Ce sera bien pour elle pour lui donner une chance. Là, elle est basse parce qu'elle est faite sur le segment inférieur, si vous voulez. Généralement, elle est située dans la partie inférieure de l'utérus, en particulier sur le segment inférieur. Elle présente un risque réduit de rupture utérine lors des futures grossesses. Donc, ça peut tenir. Et vous verrez tout à l'heure, dans les conditions pour faire une épreuve de cicatrice, il va falloir que la cicatrice sur l'utérus ait été faite de manière segmentaire et transversale. Si c'est une autre cicatrice, on ne fera pas. À côté, on peut avoir des cicatrices verticales, qu'on appelle encore des cicatrices médianes. Là, on est sur l'utérus, je précise. On n'est pas sur le ventre. Sur le ventre, on peut couper en médiane. C'est où on va de l'ombilic en descendant. C'est ça une incision médiane. On peut faire en médiane sur le ventre et sur l'utérus, on est en transversal, le long de l'utérus. On peut être en transversal sur le ventre et on fait en médiane sur l'utérus. Là, je parle vraiment des cicatrices utérines. Donc, les cicatrices médianes sont moins fréquentes. Elles sont souvent utilisées dans les cas d'urgence. Elles sont situées dans la partie supérieure de l'utérus et sont souvent associées à un risque accru de rupture utérine lorsqu'on va essayer l'accouchement par voie vaginale.
Donc, naturellement, il va falloir penser à vérifier, si on veut faire une épreuve de cicatrice chez une dame, il faut vérifier que la cicatrice soit déjà de bonne qualité. Est-ce que cette cicatrice est intègre? Ça peut être vu pendant les visites prénatales. On peut faire une échographie à la dame qui peut être faite soit par voie endovaginale, soit par voie suspubienne, et on va aller à ce moment mesurer l'épaisseur de la cicatrice. Parfois, il arrive, moi, je n'ai pas encore eu de cas ici, mais en France, on avait eu à voir des dames qui venaient, lorsqu'elles étaient enceintes, on fait une échographie pour analyser la cicatrice. On se rend compte que la cicatrice est infiltrée. Il y a du liquide qui est infiltré dans la cicatrice. Et là, c'est une dame qu'on va d'emblée opérer, juste parce qu'on a vu que la cicatrice n'était pas de bonne qualité. Parce qu'on vous précise que l'évaluation de la cicatrice est cruciale pour déterminer la sécurité de l'accouchement vaginal. Parce qu'on le verra plus tard que ce qu'on craint lorsqu'il y a une cicatrice, si on veut faire un accouchement vaginal, c'est que la cicatrice se rompe et que la patiente fasse une rupture utérine. C'est la plus grosse crainte. Et donc, si vous avez une cicatrice qui est déjà pathologique, qui n'est pas de bonne qualité, tout le reste, les risques de faire une rupture utérine derrière sont très élevés. C'est un peu ce qu'on va vouloir éviter. Ce qu'on appelle les signes d'alerte sont des signes qui vont vous amener à arrêter, même si on avait lancé des pots de cicatrice, on arrête en se disant, bon, là, soit on ne s'y lance pas. On ne va pas se lancer sur la cicatrice, ou si on y était, on arrête tout de suite, on passe à un césarien. Il faut donc suivre des symptômes comme les douleurs abdominales intenses, comme des saignements également, qui pourraient indiquer une défaillance de la cicatrice. Ils peuvent indiquer une défaillance au niveau de la cicatrice. On note à ce moment qu'une attention particulière doit être portée à l'historique médical de la patiente pour l'accompagner, pour évaluer les risques associés. On va revoir les antécédents de la patiente. Si vous avez une patiente qui vous dit, bon voilà, j'ai déjà été opéré 2 fois. Alors vous commencez à dire, ah ben tiens, c'est pas aussi facile que je pensais. Une patiente qui vous dit, oui, j'accouche souvent des gros bébés. Les bébés, le plus petit, j'ai accouché 4 fois par voie basse, effectivement. Mais le plus petit de mes bébés, il a pesé, je sais pas moi, 4,8 kg. Elle est opérée pour le cinquième, elle vient vous voir pour le sixième. Parce que, ah tiens, là, cette dame avait une tétérine à 40 centimètres. Mais ce bébé, je ne suis pas sûr qu'il va passer sur la cicatrice. Parce qu'on verra dans les conditions d'utilisation de la cicatrice que la cicatrice doit avoir, que le poids fœtal doit être inférieur à 3 kg 4. Vous voyez? Donc, c'est un peu autant de choses qu'il va falloir. Donc, du coup, le fait de regarder les antécédents, ça va vous accompagner à comprendre. Alors, quelles sont les indications? Dans quel cas est-ce que je décide de faire une épreuve de cicatrice? Pour se lancer dans une épreuve de cicatrice, il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication alors que je ne peux pas chez la patiente. Ça voulait dire quoi? Si j'ai une patiente qui a un placenta prévia, par exemple, on ne va jamais faire l'épreuve de cicatrice sur un placenta prévia. Si j'ai un patient qui est en position transverse, qui a un fœtus en position transverse, on ne va jamais se lancer à faire une épreuve de cicatrice dessus. OK? Si on a une patiente qui a, je ne sais pas moi, un hématome rétroplacentaire, hémorragie, on ne va jamais se lancer à faire une épreuve de cicatrice dessus. Donc, il faut commencer par se rassurer qu'on n'ait pas de contre-indication à l'accouchement par voie basse. Première chose. Deuxièmement, il faut que la patiente accepte d'accoucher par voie basse. Sinon, vous ne vous lancez pas, c'est elle qui va accoucher. Donc, si elle ne veut pas, vous ne pourrez pas la forcer. Ça, il faut le dire. Vous ne pourrez pas la forcer. Là, actuellement, j'ai une dame, je vais l'opérer la semaine prochaine. Elle a une cicatrice. Moi, j'ai causé avec elle de lui faire une épreuve de cicatrice, mais quand on a eu échangé, elle m'a dit au final, elle ne veut pas accoucher par voie basse. Elle ne veut pas prendre de risque pour son bébé. Et donc, du coup, si elle ne veut pas, vous ne pourrez pas faire l'épreuve de cicatrice si elle ne veut pas. Et la dernière indication, c'est que vous devez avoir toutes les conditions qui doivent être validées. Toutes les conditions pour l'épreuve de cicatrice. C'est un peu comme une épreuve. Vous irez composer bientôt. Il y aura des conditions pour participer à l'examen en tant qu'étudiant sage-femme de deuxième année. Il faut être inscrit en deuxième année. Ça, c'est la première condition. Il faut être inscrit dans une école. Il faut avoir fait les cours. Il faut avoir, par exemple, validé l'année. Si les conditions ne sont pas réunies, vous ne vous présentez même pas à l'examen. Imaginez quelqu'un qui est resté chez elle toute la maison, elle ne s'est pas inscrite, elle vient en fin d'année, que bon, voilà, je suis étudiant quand même dans l'école, c'est vrai que je n'ai pas été inscrite, mais je veux composer. On ne va pas la présenter à l'examen.
Donc, si les conditions ne sont même pas réunies, on ne fera pas l'épreuve de cicatrice. Alors, quelles sont ces conditions? Il y en a pas mal de conditions. La toute première condition, c'est ce qu'on appelle, c'est l'espace intergénésique. Je ne l'ai pas ajouté là, exprès, pour ceux qui vont venir ramasser le coup, comme ça, pour aller juste bûcher. Il y a l'espace intergénésique. Pour que je me lance à faire une épreuve de cicatrice chez une dame, il faut que la cicatrice, l'ancienne cicatrice, ait au minimum 15 mois. Minimum 15 mois pour l'ancienne cicatrice. Sérieux a dit que si il va falloir que l'enfant là ait eu, que le premier enfant ait, qu'elle ait conçu cette grossesse lorsque le premier enfant avait au minimum dans les 6 7 mois. Minimum 6 à 7 mois pour que je me lance. Si j'ai une dame, et j'ai une dame que j'ai opérée il y a la semaine dernière, pour ça, pour un espace intergénésique court. Elle a été opérée, elle a accouché par césarienne pour son troisième enfant. 3 mois après, elle l'a conçu. Donc, moi, je l'ai vu avec un espace intergénésique, c'est ce qu'on appelle l'espace entre deux naissances, hein, l'espace intergénésique. Elle avait un espace intergénésique à 11 mois, quand moi je la voyais. Je lui ai dit, donc votre cicatrice ne pourra pas tenir. Donc, on ne peut pas se lancer sur l'épaule de cicatrice. Toutes les autres conditions étaient bien, mais là, c'était l'espace intergénésique qui était très court. Et c'est une indication. Et là, je lui ai dit, on ne se lance pas. Vous voyez? Il va falloir que la cicatrice soit unique. Ça, c'est dans notre contexte. Dans des pays comme en France, aujourd'hui, on peut faire l'épreuve de cicatrice, même sur deux cicatrices, sur une bicicatricielle. Mais au Cameroun, ce que vous devez retenir, c'est que si une femme a été opérée 2 fois, automatiquement, ça devient une césarienne. Donc, si vous suivez une dame en CPR, une fois que vous aurez fini votre formation, vous faites des visites prénatales chez une dame qui a 2 cicatrices, vous lui dites déjà qu'elle va accoucher par césarienne. À côté, il faut regarder maintenant si la cicatrice était transversale basse, on l'a dit. Si c'est une cicatrice médiane, vous ne vous lancez pas dessus. Si c'est une cicatrice médiane, vous ne vous lancez pas. Il va falloir que le poids fœtal soit inférieur ou égal à 3500 grammes. S'il est supérieur, on ne se lance pas. Il faille que ce soit un fœtus unique. Si on ne fait pas un niveau de cicatrice, si on a des jumeaux sur la cicatrice, on ne fait pas la cicatrice d'épreuve là. Il faut que ce soit une présentation céphalique. On ne se lance pas sur un siège, on ne se lance pas au niveau de cicatrice avec un siège, un fœtus sans siège. Il faut que le bassin soit cliniquement adéquat. Ça revient à dire quoi? Si j'ai une patiente qui veut me voir pour sa troisième grossesse, à la première grossesse, elle a accouché une fois, elle a accouché normalement par voie basse, tout s'est bien passé. À la deuxième grossesse, on l'a opérée pour une souffrance fœtale aiguë. Elle vient me voir à la troisième grossesse. Je suis sûr que son bassin est bien. Son bassin est bien parce qu'elle a déjà accouché une fois par voie basse, donc je suis sûr que son bassin est bien. Je vais vérifier d'autres conditions en sachant que son bassin est cliniquement adéquat. Par contre, je reçois une dame qui vient me voir pour sa deuxième grossesse. À la première grossesse, on l'a opérée parce qu'il y avait une DCP. L'enfant ne passait pas. Elle vient me voir pour sa deuxième grossesse. Chez elle, je vais y aller avec les pincettes. Je me dis, est-ce que son bassin est bon? Chez elle, je vais absolument faire un pelvis scanner avant de me lancer. Et là, si on me dit que le pelvis est petit, que son bassin, il est petit, je ne me lance pas en épaule de cicatrice. À ce moment, je l'indique pour une césarienne d'emblée. Il va falloir qu'il n'y ait pas de comorbidité, que la patiente ne fasse pas de prééclampsie, qu'elle n'ait pas de cardiopathie, qu'elle n'ait pas de diabète, des choses comme ça. Donc, vraiment, qu'elle n'ait pas une autre maladie associée à la cicatrice. Il va falloir naturellement, dans la mesure du possible, c'est pas systématique, mais on devrait, si le segment inférieur a été mesuré, qu'il soit supérieur à 3,5 mm d'épaisseur. Sinon, on ne se lance pas. Si on mesure un segment inférieur qui fait 2 mm, on ne se lance pas là-dedans parce qu'il va se rompre. Il y a de très fortes chances qu'il se rompe au cours du travail. Donc voilà les conditions à remplir pour se lancer dans une épreuve de cicatrice. Alors, comment se fera la gestion du travail dans ce cas? La gestion du travail pour une femme souhaitant accoucher par voie basse après une césarienne nécessite une approche proactive et attentive. Une approche à la fois, comme dit, proactive et attentive. Excusez-moi, je dois prendre un coup de fil pour l'hôpital.
Ok, là, je vous reviens. Donc voilà, je disais, lorsque vous décidez de faire une épreuve de cicatrice chez une dame, il faut être proactif. C'est pas une dame qu'on dit, bon, vraiment, tu pars dans ta salle, quand tu as mal, je vais me voir. Non, c'est pas ça dans le cas. Il faut considérer plusieurs éléments chez elle. Parce que chez elle, elle a un facteur de fragilité. Si elle contracte trop, la cicatrice va se rompre. Si l'enfant coince, ça va déchirer. Il faut vraiment faire attention. Déjà, il faut considérer sur le plan de la surveillance. Il faut une surveillance attentive des contractions chez elle. Vous devez noter tout changement dans le rythme de ces contractions, ce qui pourrait indiquer que le travail est en train de se prolonger ou même qu'il y a des complications. Si elle commence à contracter à l'excès, vous vous arrêtez tout de suite parce que ça va se rompre la cicatrice. Vous regardez les signes de détresse fœtale. Il faut suivre le rythme cardiaque parce qu'on vous a dit que si l'utérus se rompt, il y a de fortes chances, si l'utérus se rompt, euh, si si l'utérus se rompt, on va se rendre compte que on peut avoir une souffrance sur le plan du fœtus. On peut commencer à avoir un rythme fœtal qui devient anormal, qui devient instable, qui va vous montrer qu'il y a un souci sur le plan de l'enfant. Il faut suivre de manière régulière et attentive la cicatrice en vérifiant qu'il n'y ait pas de douleur sur la cicatrice. Quand vous commencez à avoir un patient qui a une cicatrice, qui fait une peau de cicatrice, qui commence à crier, la cicatrice fait mal, ma cicatrice fait mal, ma cicatrice fait mal, je vous assure, à ce moment, il faut commencer à faire attention parce que ça peut très, très mal se passer à ce moment-là. Vous devez vraiment faire attention dans ce cadre. Alors, les complications possibles, ça, quand vous lancez une de cicatrice, il faut toujours vous expliquer les complications à la patiente. Ça peut être une rupture utérine. Elle peut rompre son utérus. Ça, on a vu les signes avant. S'il y a une rupture utérine, on a vu qu'il y avait la douleur qui, à la base, disparaît. Il y a des contractions utérines qui vont disparaître. La parole commence à sentir une douleur abdominale intense, qui ne sont plus les contractions à ce moment. Les contractions utérines vont à la base disparaître parce qu'il n'y a plus l'utérus a été rompu, il n'y a plus de contractions. Vous pouvez commencer à palper l'enfant à travers la paroi abdominale. Vous touchez, vous commencez à sentir la tête fœtale qui nage devant vous. Vous voyez, des choses comme ça. Le rythme cardiaque fœtal commence à diminuer. Et tout. Ça peut être des infections, effectivement, on peut avoir le site de la cicatrice qui peut s'infecter. Ça peut être des symptômes systémiques. Il faut vérifier la fièvre et tout. Et donc, si c'est le cas, il faut penser à mettre des antibiotiques chez cette dame. Il faut évaluer sur le plan clinique pour voir est-ce qu'il est nécessaire, par exemple, de surveiller et même d'évaluer l'évolution de l'infection pour compléter et ajuster les traitements chez votre patient. Voilà. C'est ainsi qu'on met un thème à la première partie de notre cours qui parlait de l'épreuve de cicatrice et l'épreuve du bassin. J'espère que vous avez compris. S'il y a des questions, comme toujours, vous notez les questions, on va y revenir. On enchaîne tout de suite avec l'induction et la stimulation du travail. D'emblée, d'entrée de jeu, je vous l'ai dit que c'est deux thèmes qui veulent dire presque la même chose. Au Cameroun, on a toujours pris le temps de diviser en nous disant que non, l'induction, c'est lorsque le col n'est pas assez mature et la stimulation, c'est lorsque le col il est mature. Voilà ce qu'on a tendance à dire. Mais moi, je pense que c'est parce qu'on ne comprend vraiment pas grand-chose aussi. On induit effectivement euh, une dame lorsqu'on veut quelles sont les contractions. Induit veut dire donner les contractions à la patiente. Induit veut dire donner les contractions. Veut dire, et là, on donne les contractions en ramollissant le col. Induit veut dire donner le travail à une dame. Faire qu'une dame entre en travail. Le travail étant défini comme des contractions utérines qui entraînent des modifications sur le col. C'est ça l'induction. La stimulation va un peu plus péjorative. Ça faisait un peu référence à l'utilisation de l'oxytocine. Donc, on disait aux gens, non, la stimulation, c'est quand on va dire, on va mettre en place l'oxytocine. Alors qu'on peut également utiliser l'oxytocine pour induire un travail. Or, ce que nous avons essayé, ce qu'à notre époque, on essaie de nous expliquer, c'est que non, quand on induit un travail, on va prendre le misoprostol. Lorsqu'on veut stimuler, on va prendre l'oxytocine. Non, mais c'est pas vrai. On peut aussi induire avec de l'oxytocine. Et on va voir les conditions tout à l'heure. Donc, les mécanismes du déclenchement physiologique du travail sont complexes. Alors,
Les mécanismes du déclenchement de ce travail, du travail sont complexes. On note qu'il y a plusieurs facteurs qui vont agir pour déclencher un travail. C'est la modification au niveau du col de l'utérus, ce sont les sécrétions de l'ocytocine maternelle et c'est l'augmentation de la concentration de certaines phospholipides. Le déclenchement artificiel du travail est défini comme une intervention médicale destinée à induire de manière artificielle des contractions utérines qui vont entraîner des modifications sur le col. Le but étant de faire sortir le bébé. Il faut donner à une patiente des contractions qui vont modifier son col. Le but ultime étant qu'on réussisse à faire sortir le bébé. C'est ça, l'induction artificielle. Parce que naturellement, c'est que le travail, il est induit de manière spontanée. L'induction artificielle peut, comme toute autre intervention, avoir des effets indésirables. On va utiliser, même si on est sur le plan mécanique, même si on est sur le plan médicamenteux, on peut avoir des effets. Le déclenchement peut être envisagé seulement pour les femmes chez lesquelles l'accouchement vaginal ne constitue pas une contre-indication. Je l'ai dit encore. Si vous pensez qu'une dame ne peut pas accoucher par voie basse, pourquoi l'induire? Pourquoi donner une contraction et ouvrir le corps chez une dame qui ne peut pas accoucher par voie basse? Vous recevez une patiente, vous me dites qu'elle est en position transverse, mais vous l'induisez quand même. On se dit, bon, oui, il y a un truc qui ne va pas dans votre tête. Vous recevez une dame, vous dites qu'elle a un placenta prévia, recouvrant, mais vous l'induisez. On va dire, il y a un truc qui ne va pas dans votre tête. C'est que vous n'allez pas bien. On vous aurait besoin peut-être d'un psychiatre, je crois. Donc, pour que j'induise une dame, il faut que je me rassure qu'il n'y a pas de contre-indication pour l'accouchement par voie basse. Donc, en réalité, il y a deux grandes indications d'induction du travail. Il y aura ce qu'on appellera l'induction médicale, des indications médicales pour l'induction. C'est là, c'est le médecin qui a une indication. Il y a une raison qu'il vous propose, de quel je dis médecin, si j'entends par là la sage-femme ou le gynécologue également. C'est votre soignant qui a une raison. Vous proposez une patiente, vous avez une raison médicale. On va voir les indications médicales tout à l'heure. Si vous avez une dame qui a, dans le thème de l'accouchement est dépassé, par exemple, et qui n'est pas en travail, vous pouvez lui proposer une induction du travail. Là, on sera dans l'induction médicale du travail. Vous avez une raison médicale. Mais il y a également des patients qui peuvent venir vous voir parce qu'elles sont fatiguées, elles ne se sentent plus trop bien, elles se sentent étouffées par la grossesse et elles vous demandent une induction de convenance. Ça, vous pouvez également le lui donner sous certaines conditions. La principale, c'est juste qu'elle soit à 38 semaines au moins de grossesse et qu'il n'y ait pas de quantification à l'accouchement par voie basse. Mais sinon, parce que les patients ont tendance à me dire que vraiment, docteur, je suis fatigué, moi je veux que on me déclenche, je n'en peux plus. Et on a des collègues, même gynéco, qui disent non, vraiment, écoute, pourquoi? Hein, tu penses que tu es la première à arriver à ce thème-là? Non, vraiment, rentre chez toi, tu attends. Mais non, pourquoi est-ce que tu veux qu'elle rentre chez elle pour attendre? C'est pas normal, c'est pas bon, c'est pas bien. Donc, sur le plan, il fallait prendre le temps, en réalité, de discuter avec les patients et s'il y a une raison, vous lui faites son déclenchement de confidence. Ça, c'est important. Donc, pour ce qui est des indications médicales au déclenchement, là, on parle des indications. On peut avoir des pathologies maternelles ou fœtales. Le but de l'indication, c'est d'éviter qu'il y ait des complications. C'est ça la raison principale. Alors, on a plusieurs indications, les principales. Si vous avez un patient qui a un terme dépassé, pourquoi est-ce que vous continuez à garder l'enfant? En sachant que le placenta devient caduque, le placenta ne peut plus suffire pour bien alimenter l'enfant. Pourquoi est-ce que vous le gardez à l'intérieur? Vous le faites sortir s'il y a un dépassement de terme. Vous indiquez un engagement à cette dame. Vous avez un patient qui rompt les membranes de manière prématurée. Elle est à terme. Elle a rompu les membranes. Vous avez attendu les 6 heures. Elle n'est pas spontanément entrée en travail. Mais il faut l'induire, cette dame. Une dame qui a un diabète gestationnel, son diabète est instable. Elle est à 39 semaines. Le poids de l'enfant ne fait que monter. Le diabète, c'est une grosse cause de décès. Pourquoi est-ce que vous continuez à garder l'enfant à l'intérieur? Vous induisez cette dame pour qu'elle accouche le bébé. Vous allez mieux prendre en charge son bébé à l'extérieur de l'utérus. Vous avez une dame qui a une grossesse gémellaire bicoriale biamniotique ou alors une grossesse gémellaire monocoriale biamniotique. Pourquoi est-ce que vous voulez continuer à garder cette dame, ces enfants dans le ventre? Vous aurez du mal à continuer à les garder. Mais pourquoi est-ce que vous ne les faites pas sortir tranquillement, s'ils sont atteints? Vous voyez, s'ils ont atteint les 38 semaines, pourquoi vous les gardez? Ça ne sert à rien. Si vous avez une dame
donc, qui a un enfant qui est macrosome. Bon, là, c'est que vous voulez prévenir la macrosomie. Vous avez une dent, vous êtes à 38 semaines. Le poids fœtal à 38 semaines, quand vous la voyez, il est déjà estimé à 4,1 kg. Et donc, vous êtes sûr d'une chose, c'est que si jamais je garde l'enfant si dans le ventre, cet enfant, il va facilement atteindre, cet enfant, il va facilement atteindre, disons, 5 kilos, mais vous induisez avant pour réduire le risque que l'enfant continue de prendre excessivement le poids. Si vous avez des cas de retard de croissance intra-utérin, on dit qu'on a des cas de retard de croissance intra-utérin vrai, lorsqu'on atteint les 34 semaines, on fait sortir le bébé. Parce que dans le ventre, il sera plus à risque de présenter des complications qui vont suivre. Si vous avez des patients qui ont eu des antécédents d'accouchement rapide, il y a des patients qui vous disent, euh, il y a des cas comme ça, il y a des dames qui arrivent, dès que les contractions commencent, une heure de temps après, elle accouche. Ça, c'est l'accouchement rapide. Et ça les gêne souvent parce qu'elle dit, bon, moi, j'accouche toujours à la maison. Vous voyez? Elle est gênée d'avoir toujours des accouchements septiques à la maison. Sinon, vous la gardez à l'hôpital et vous l'induisez pour mieux contrôler l'accouchement. Dans les cas de prééclampsie ou d'hypertension artérielle, pour le cas clinique que vous avez eu à la compo aujourd'hui, c'est un cas de prééclampsie sévère. C'est un cas de prééclampsie sévère et tout. Et vous, avec des signes qui commencent à se mettre en place, vous faites sortir l'enfant s'il est atteint. Et tout. Donc, maintenant, si on décide d'induire, il faut choisir, il faut connaître qu'il y a une méthode d'induction. On a trois grands moyens, ou à la base, on va dire deux grandes méthodes. Deux grandes méthodes. On aura les méthodes mécaniques, on aura les méthodes médicamenteuses, on va dire. On va aller sur la base. Là, ce sont les deux grandes méthodes comme ça, soit mécaniques, soit médicamenteuses. Et vous verrez que parfois, on peut combiner les deux également. Donc, la méthode mécanique, on en a plusieurs. On a le décollement des membranes, c'est ce qu'on appelle le stripping qui est fait. On découle les membranes, c'est sur le col. On a la myotomie, c'est la rupture des membranes. Là, vous voyez, comme je disais que c'est une induction, vous avez une dame qui a 7 cm, elle ne contracte pas très bien, on dit, allez, on va remettre les membranes chez elle. C'est une méthode d'induction de son travail. Ça, il faut le savoir. Dans le décollement des membranes, euh, certes, il est désagréable, parfois douloureux. Moi, en consultation, quand je dis toujours aux dames, bon, voilà, on va faire un truc qui peut vous faire mal et tout, qui est désagréable. Si vous avez mal, on arrête. Parce qu'en même temps, c'est pas obligatoire. Moi, tous les dames que je vais voir à partir de 37 semaines qui arrivent et qui viennent toucher vaginal, moi, je leur propose euh, un décollement de membrane, un stripping. Mais si elles sont aussi, c'est très douloureux, il faut arrêter. Et on précise quand même que c'est pour ça qu'il ne faut pas forcer les dames parce qu'ils ne déclenchent pas toujours. Il y a des dames qui ont été strippées chaque semaine ou trois fois par semaine pendant quasiment 3, 4 semaines, mais jusqu'à là, elles ne sont pas en train de travail. Hein. Donc, ça ne marche pas 100%. La myotomie, le même mécanisme comme euh, le décollement, il va jouer un rôle dans la libération des prostaglandines parce que quand vous décollez les membranes, quand vous faites le stripping, vous voulez provoquer en réalité une libération locale des prostaglandines. Et en libérant localement des prostaglandines, vous jouez un rôle sur, sur le déclenchement du travail, parce qu'on aura des prostaglandines, c'est l'équivalent du misoprostol, si vous voulez, les misoprostol, les moyens médicamenteux sont des prostaglandines, donc ça va jouer un rôle local pour l'assouplissement, pour la maturation, pour l'effacement et même la dilatation du cœur. Donc la myotomie également va permettre autre chose. Parfois, quand vous avez un patient qui a beaucoup de liquide amniotique, la tête de l'enfant peut avoir du mal à s'engager. Une fois quand vous allez rompre les membranes, ça donne l'occasion. On a eu beaucoup de dames comme ça qui étaient à 6 cm, on avait la tête qui était encore très haute, donc du coup, ça ralentissait. On a induit en rompant juste les membranes, le haut a coulé, la tête s'est posée sur le bassin et il s'est engagé. Le mec, il est sorti tout de suite, quoi. Donc, aujourd'hui, la rupture artificielle des membranes est généralement associée avec l'utilisation de l'ocytocine par voie intraveineuse. Donc, oui, on va rarement rompre les membranes et rester tranquille. La plupart du temps, on rompt les membranes, on se donne un certain temps et on met de l'ocytocine dessus. Et la plupart du temps, la patiente va accoucher. Donc, à côté, on peut également avoir le ballonnet. Ok, la plupart du temps, là, on utilise aussi beaucoup de sondes chez nous. Le ballonnet, il en existe plusieurs, bizarrement. Dans notre contexte, on va utiliser la sonde urinaire, donc la sonde de Follet, voilà, si vous voulez, qu'on va utiliser en gonflant le ballonnet, on va le gonfler autour de 100 et tout. Mais à côté, il y a d'autres types, comme le ballonnet de Cook.
qui sont les sondes avec un double ballonnet, un ballonnet intra-utérin et un ballonnet intra-vaginal, dont le but étant vraiment d'écraser le col entre les deux ballonnets pour mieux l'effacer. On vous dit justement, ils vont toujours agir par l'intermédiaire de la sécrétion des prostaglandines. Ils vont induire une maturation des membranes et un dépouillement des membranes également. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on met en place une sonde, si au bout de 24 heures, la personne n'a pas accouché, il faut l'enlever. Même si vous voulez remettre l'autre, vous enlevez d'abord la première et vous changez. Parce que c'est en même temps un risque infectieux qui est mis en place. Ça, il faut tenir compte de ça. Alors, à côté, on a les méthodes médicamenteuses, c'est l'utilisation des prostaglandines. Il y en a les prostaglandines E2 qui, selon les différents modes, on peut les mettre par voie intraveineuse, par voie orale, par voie intracervicale. Là, le médicament utilisé, c'est généralement du dinoprostone. On en a au Cameroun, on en a en Gaoundéré, sous le nom de Primégine, sans aucune publicité. C'est du dinoprostone, on en a en pharmacie de ville. Vous pouvez le, c'est du gel. On va l'appliquer directement au niveau du col. Moi, je trouve juste qu'il coûte un peu plus cher quand même parce qu'il coûte quasiment 7 000. Et en autant qu'on peut le mettre, si prend, on peut le mettre également tous les 4 à 6 heures de temps. Donc, c'est vrai que souvent, il faut que la personne achète 2, 3, voire 4. Parfois, ça ne marche pas toujours. Donc, mais sinon, on en a. Ça marche également parfois. On peut également utiliser des prostaglandines E1 comme le misoprostol. Chaque fois, je vous dis, même si on utilise beaucoup de misoprostol chez nous parce que ça coûte moins cher et tout, parce que ça marche, le misoprostol n'a pas d'autorisation de mise sur le marché au Cameroun pour induire le travail. Le misoprostol au Cameroun, c'est l'autorisation de mise sur le marché au Cameroun, l'AMM du misoprostol au Cameroun, c'était pour soigner le mal gastrique. C'était pour soigner le mal gastrique, non, et non pour soigner ou déclencher le travail. Ouais, ça, il faut le noter. Même si on l'utilise fréquemment, mais vous devez savoir quand même que ce n'était pas le but premier. On peut également utiliser l'oxytocine. On dit, voilà, c'est l'une des méthodes médicamenteuses les plus utilisées actuellement. La plupart du temps, on peut faire la myotomie, on peut rompre les membranes et on met l'oxytocine. On peut également faire mettre l'oxytocine tout seul. Mais il faut souvent éviter de mettre l'oxytocine lorsque les membranes sont intactes. Il faut éviter. Parce qu'à ce moment, il y a une chose qu'on craint souvent, qu'est-ce qu'on appelle l'embolie amniotique. Ça, il faut éviter. Et donc, généralement, lorsque le score de Bishop il est favorable, un score de Bishop supérieur à 7, on va revenir un peu là-dessus, on va préférer mettre en place l'oxytocine. On va mettre les moyens, d'autres moyens lorsque le score de Bishop serait inférieur à 6. À 7, voilà. Donc, l'oxytocine, comme on a dit, généralement, on va le prendre, c'est souvent, si c'est vous avez du bon, du syntocinon, on en a très plein. Donc, on dirait, hein, on a surtout de l'oxytocine en forme galénique. Sinon, si vous avez des formes de spécialité comme le syntocinon, vous le mettez 5 unités dans 500 millilitres de sérum glucosé à 5%. Vous commencez généralement à 5 gouttes par minute et vous allez augmenter toutes les 15 minutes de 5 gouttes. Le but étant d'obtenir des contractions utérines qui dilatent le col. C'est bon, c'est bon, pas des contractions utérines efficaces, ce sont des contractions utérines qui vont dilater le col. Mais on ne dépasse pas 60 gouttes. On ne dépasse jamais 60 gouttes, ça, il faut éviter. Alors, depuis quelques années, il y a eu d'autres méthodes qu'on a pu ajouter, toujours dans l'induction, c'est l'acupuncture, c'est l'homéopathie, c'est l'hypnose. On n'en fait pas au Cameroun, mais je voulais juste que vous sachiez, si vous arrivez, vous n'avez pas tous travaillé au Cameroun, il y a des gens qui vont voyager. Si vous arrivez ailleurs, on vous dit, voilà, on va induire son travail par l'acupuncture, que vous ne soyez pas surpris. Donc, plusieurs études ont été menées dans le but de démontrer l'efficacité de ces méthodes sans réelles données permettant de conclure sur l'efficacité. La stimulation des seins fait également partie d'une de ces méthodes. Voilà, et on va dire au mari de sucer un peu sur le sein parce qu'on pense qu'en suçant ou en stimulant, bon là, je sais, c'est une façon de parler, en stimulant le sein, on va entraîner une production d'oxytocine et dans laquelle l'oxytocine peut agir pour déclencher le travail, si vous voulez. C'est un peu le mécanisme qui est mis derrière. Donc, voilà. Alors, comment choisir la méthode d'induction? C'est ça, je pense que c'est l'un des objectifs de ce cours. Comment, qu'est-ce qui vous motive à choisir telle ou telle autre méthode pour induire le travail?
Pendant longtemps, on a cru qu'il suffisait de provoquer les contractions utérines pour induire l'accouchement. Mais la réalité était plus complexe. Une meilleure connaissance de la physiologie du col de l'utérus a permis de comprendre que celui-ci ne peut se dilater que s'il a subi une modification pour devenir mature. Et donc, le choix de la méthode est devenu très important pour obtenir un résultat efficace. C'est important. Oui, quand on dit aux femmes ne prenez pas le miel, c'est un ocytocique. Mais si vous prenez le miel lorsque vous n'avez pas eu un, lorsque le col est immature, vous allez avoir des contractions sur un col qui ne va pas s'ouvrir. Et la tête de l'enfant va appuyer sur un col qui est fermé, et l'utérus va finir par lâcher et vous aurez une rupture utérine. Ça, il faut le noter. Ça, il faut le noter. Donc, généralement, il va falloir commencer par faire ce qu'on appelle une évaluation du score de Bishop. Il y a plusieurs scores qui sont utilisés. Il y en a plusieurs, mais le plus utilisé, c'est le score de Bishop. Donc, le choix d'une méthode se fait par l'appréciation clinique des caractéristiques physiques du col utérin. On a vu plusieurs méthodes. Généralement, au moment du toucher vaginal, vous allez évaluer le score et la méthode d'induction va donc dépendre de la dilatation cervicale, de l'effacement du col, de la consistance du col, de sa position, de la hauteur de la présentation. Donc, en gros, je dis le score le plus utilisé chez nous, c'est le score de Bishop. Donc, en fonction des éléments que j'aurai sur le score de Bishop, je vais décider de la méthode que j'utilise pour induire mon travail. Ça revient à dire quoi? Si j'ai un score de Bishop, le score de Bishop, j'ai mis un tableau là suite, on va le voir. C'est un score qui va utiliser 5 grands paramètres, chacun des paramètres, et on a 3 paramètres qui sont cotés sur 3 et 2 paramètres qui sont cotés sur 2. Ça nous fait un score de Bishop coté sur 13. On va voir tout à l'heure. Et donc, si j'ai un score de Bishop qui est au moins égal à 7, je vais dire que c'est un col qui est mature. C'est un col qui peut répondre à la contraction. Je peux utiliser l'oxytocine à ce moment. Je peux utiliser directement l'oxytocine et la myotomie. Donc, je peux prendre les mamans, je pensais qu'il y a 4 cm. Si elle a 4 cm et les autres éléments du score de Bishop sont favorables, alors j'aurai un col qui est favorable chez elle. À ce moment, chez ma patiente, oui, je peux décider de faire la myotomie, simplement, et ça va marcher. Faire la myotomie et mettre de l'ocytocine également. Ça va marcher chez elle. Mais si jamais j'ai un score de Bishop qui est inférieur à 7, il va falloir que j'aide d'abord le col là à se maturer. Il va falloir que je pousse d'abord le col à obtenir un score de Bishop au moins égal à 7. Et ça, il y aura plusieurs moyens. On peut utiliser toutes les autres méthodes que vous avez vues. On peut utiliser maintenant toutes les méthodes mécaniques. On peut utiliser, bon, du moins, le stripping, toutes les autres méthodes, mais pas l'ocytocine avant 7 cm. Voilà. Donc, du coup, on vous dit, lorsque le score de Bishop est supérieur à 7, ça veut dire que le col est favorable à l'accouchement par voie basse. Et ainsi, on peut faire un déclenchement directement en utilisant l'ocytocine ou la myotomie. Lorsque le score de Bishop est inférieur à 7, le col est considéré comme défavorable. Il faut commencer par une étape préliminaire de maturation du col avant d'induire à ce moment-là. Le score de Bishop, on l'a dit, c'est un score qui utilise 5 paramètres, la dilatation, l'effacement, la hauteur de la présentation, la consistance et la position du corps. Et donc, vous voyez, la dilatation, l'effacement et la présentation sont cotés sur 3, alors que la consistance et la position du col sont cotés sur 2. Ça va nous faire un score coté au final sur 13. Maintenant, comment utiliser? Si j'ai un patient qui est dilaté, disons, à 4 cm, qui est effacé à 50%, avec une présentation qui est céphalique et qui est fixée, et son col est euh, en position postérieure et a une consistance moyenne. Position postérieure, ça me fait 0. Consistance moyenne, ça veut dire que je suis à 1. La présentation, on a dit fixée 2, ça fait 3. L'effacement est à 40%, ça me fait 4. Puisque ça fait 1, ça fait 4. La dilatation est à 4 cm, ça fait 2, ça me fait 6. Là, la personne que je viens de vous présenter, elle a un score de Bishop qui n'est pas favorable. Du coup, chez elle, il va falloir que je le mature d'abord. OK? Ah bon? Bon, je me suis arrêté. Donc, du coup, si je décide de le maturer, à ce moment, je vais utiliser du misoprostol d'abord. Bon, dans notre cas, on va prendre le misoprostol, on va prendre du dinoprostol, on peut mettre un ballonnet.
Mais si jamais mon score de Bishop est supérieur à 7, tout de suite, je fais la myotomie, je mets l'oxytocine. C'est très important. Maintenant, la particularité, c'est chez les patients avec la cicatrice. Le misoprostol ou toutes les prostaglandines sont totalement contre-indiquées lorsqu'il y a une cicatrice. Donc, si j'ai une patiente, je veux faire une épreuve de cicatrice chez elle, elle n'est pas entrée spontanément au travail, je décide que je vais induire le travail chez elle, le misoprostol, vous oubliez, le dinoprostol, vous oubliez tout ce qui est prostaglandine. Les seuls moyens qui vous restent pour stimuler, pour induire le travail chez elle, c'est soit l'oxytocine, c'est soit le ballonnet, c'est soit le stripping, c'est soit la myotomie. Du coup, si son col, il n'est pas mature, elle a un score de Bishop qui est inférieur à 7, je vais commencer par lui mettre un ballonnet, peut-être par lui faire un stripping si je veux, jusqu'à ce que son score de Bishop devienne au moins égal, sinon supérieur à 7. À ce moment, je lui mets de l'oxytocine. J'espère que vous avez retenu ça. Voilà l'indication fondamentale dans l'induction et dans l'induction artificielle d'un travail. J'espère que ça s'est retenu. Ça met un thème à notre cours d'aujourd'hui. On va commencer avec l'épisiotomie. Bon, voilà. On va commencer avec, bon, voilà. Oui, voilà. Ok, bon, c'est juste une tête que je n'ai pas changé ici. Mais parce que voilà, dedans, j'avais mis voilà, le choix de la méthode, plusieurs scores. Non, non, ça, on avait vu d'autres trucs. Bon, voilà. On commencera avec l'épisiotomie demain. On fera l'épisiotomie, on fera les accouchements instrumentaux, les accouchements instrumentaux, pardon. On fera l'accouchement instrumental. On fera d'autres choses également demain. On va continuer demain. Là, on va réactiver vos micros. Euh, ok. Bon, vous pouvez activer vos micros maintenant. Voilà. Et là, s'il y a des questions, on les prend rapidement. On note qu'il n'y avait pas assez de présents aujourd'hui. Adija, Oui, monsieur. est-ce que tu peux faire la liste des présents qui sont là maintenant? Tu me fais ça, tu fais ça sur, tu fais comme Thomas a fait la dernière fois. Et là, on va compléter avec ceux qui étaient là, qui sont partis entre temps. D'accord, monsieur. J'ai fait la capture d'écran de tous ceux qui sont là actuellement. Parce Oui. que toi, tu es qui? Ah, c'est parce que je lui ai donné l'ordre. C'est elle qui est le chef là maintenant. Je lui ai dit que. Non, parce que je lui ai donné l'ordre. On a suivi ce que tu as dit. Donc, tu fais la capture d'écran, mais après, tu me partages ça. Allô? Oui, est-ce que vous pouvez préparer la dame du cyclage là maintenant? Donc, appeler l'équipe du bloc et tout. Je serai là dans 15 minutes maximum. Merci. C'est bon, tu mets. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Merci beaucoup. On a compris la différence entre l'épreuve de cicatrice et l'épreuve de travail. Oui, ok, très bien. Est-ce que les autres ont des questions? Tu fais un là-bas, ça sonne ici. Monsieur, Oui, Monsieur, moi, j'aimerais que prochainement vous reveniez un peu sur le score de Bishop. Là, je n'ai pas bien retenu. Voilà. Si possible. on revient là tout de suite. On a dit que le score de Bishop, en réalité, vous avez quand même vu les 5 paramètres du score de Bishop. Oui, monsieur. Ok. Dans le score de Bishop, on a vu qu'il y a en réalité 5 paramètres. Et donc, on va lire les paramètres comment? Je prends un peu, si on prend sur la dilatation, ok? Mhm. On vous dit que si la patiente a une dilatation, par exemple, à 3 cm, ça veut dire que son score de Bishop par rapport à la dilatation devient à 3. Parce qu'une dilatation, un col qui est fermé, il est coté à 0. S'il est dilaté entre 1 et 2, il est coté à 1. S'il est dilaté entre 3 et 4, il est coté à 2.
S'il est dilaté à 5, 6, 7, voire dilatation complète, il est coté à 3. OK? OK. Donc, du coup, voilà un peu comment on va prendre. Donc, si j'ai une dame qui me dit que si je l'évalue, elle est dilatée à 5, je considère que ça fait déjà 3 sur le score de Bishop. Oui, monsieur. L'effacement, c'est pareil. Si je touche, je me rends compte qu'elle est effacée à 90%. On sait que plus de 80%, ça fait un Bishop coté sur 3. Ça fait déjà 6. Mhm. Même si son enfant est encore haut, même si je suis une présentation haute, une présentation haute, ça me fait un score, ça fait 0 sur la présentation. Du coup, là, je reste à 6. Si tu me dis que son col est mou, qu'elle a un col qui est souple, ça veut dire qu'une consistance souple, ça coûte un score de Bishop à 2. Ça veut dire qu'on est déjà à 8 pour la patiente. Si tu me dis que son col était intermédiaire, quand tu l'as touché, il était en position intermédiaire, ça coûte sa position du col à 1 du Bishop. Ça fait qu'elle a un score de Bishop final à 9 sur 13. Et donc, je vais dire que son col est favorable, que son Bishop est favorable. D'accord. Est-ce que vous avez compris ça comme ça maintenant? Oui, monsieur. Ouais, oui, en réalité, c'est ça. D'accord, merci, monsieur. Oui. Quelqu'un d'autre a une question? Personne? C'est bon, monsieur, merci. Oh, d'accord. Allez, donc, dans ce cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci Alors, beaucoup, une bonne monsieur. journée. À vous. Ouais, on va essayer de programmer Merci. la séance de demain et on vous donnera l'heure et tout. On verra.